C'est un cadeau, c'est ce que demandait le patronat. De l'autre, on touche pas au contrat, au CDI. Et bon, voilà, on augmente les fonctionnaires pour se rallier l'électorat classique de la gauche qui a déserté, qui n'est plus un soutien. Donc tout ça, c'est un numéro d'équilibre. C'est pas vraiment la synthèse, c'est un numéro d'équilibriste, comme François Hollande aime beaucoup à le faire, avec une répartition des rôles, avec Macron dans le rôle du libéral, d'autres, voilà, pour essayer de se sortir du trou de souris, comme le rappelait Guylaine Othoniel. Est-ce que c'est né dans son esprit? Alors vous avez dit que c'était dans la motion, que c'est porté par les socialistes, mais on entend beaucoup François Hollande qui donne le sentiment qu'il va vouloir s'exposer sur cette réforme de la fiscalité. C'est du François Hollande ou c'est du Manuel Valls, cette affaire? Là, pour le coup, c'est du François Hollande. C'est direct. D'abord, c'était dans la campagne. Ça, c'est le premier point. Elle est ressortie, cette proposition, à la faveur de la préparation du congrès de Poitiers et de la synthèse qu'il a fallu réaliser avec cette fameuse motion A, on en a parlé ici, qui réunit Gérard Collomb jusqu'à Martine Aubry. Donc il fallait satisfaire l'aile gauche, donner un peu aux libéraux. Et c'est vrai qu'un jour, Stéphane Le Foll est arrivé à un point presse et il a annoncé tout à trac, voilà, il y aura le prélèvement à la source. La première réaction de tout le monde, y compris à gauche, ça a été personne n'y croyait. Et pardon, personne n'en voulait non plus. On a vu notamment les ministres de Bercy qui étaient un petit peu frileux sur le sujet. Vous avez raison. Mais finalement, c'est François Hollande qui, d'ailleurs, le week-end dernier, au détour de ses déambulations de Bordeaux aux 24 heures du Mans, a confirmé le prélèvement à la source. Donc c'est vraiment une mesure qu'il met en place. Et pour le coup, je rejoins Guylaine Othoniel sur ce point-là. Pour sa campagne de 2017. C'est vrai qu'il veut essayer de s'en servir comme d'un marqueur pour la campagne électorale. Moi, je pense que ça constitue un gros risque pour lui. Ouais. Mais il a choisi cette stratégie-là pour essayer de se faire un chemin, de se frayer un chemin dans un contexte politique très très compliqué. Vanessa Schneider disait tout à l'heure, on a bien vu, il est en campagne. Est-ce que vous ne croyez pas, alors là pour l'instant il y a le volet réforme, c'est-à-dire qu'il me reste 2 ans donc je réforme jusqu'au bout, mais un président dont on va dire pendant 2 ans il est en campagne, est-ce que là aussi ça risque pas à un moment donné d'agacer les Français? Ça jette une forme de discrédit sur cette réforme parce qu'on la lit, on la relit à l'échéance présidentielle. Oui, mais on peut le voir dans les deux sens. On peut voir aussi, parce que c'est vrai qu'on a tous commenté l'accélération des déplacements en province, des prises de parole comme une entrée précoce en campagne. L'entrée précoce en campagne sans proposition, sans réforme à annoncer, alors que la France est en difficulté et que les résultats ne sont pas là. Là, pour le coup, ça serait absolument catastrophique. Il mettrait aucune chance de son côté. Donc là, il essaye de mettre un peu plus de chance de son côté avec une réforme dont il peut supposer qu'elle soit populaire en attendant que le chomage parce qu'elle est liée à 2017. C'est bête, mais depuis le début, on dit année blanche, 2017, le calendrier. Associer peut-être une bonne réforme à un calendrier. Oui. C'est du gros câble de ce point-là. L'année blanche, c'est quand même du gros câble. Il faut bien qu'ils prennent des risques maintenant, parce que n'oubliez pas que l'année prochaine, elle va être occupée par les primaires à droite. Donc on ne va parler que de Juppé, Fillon, Sarkozy, etc. Donc il est obligé de planter ses petites banderilles maintenant. Avant les régionales également. Voilà. Il avait une fenêtre de tir, comme on dit. Allez, les cris d'orfraie de l'opposition sur le passage en force, l'indignation des frondeurs sur le débat confisqué n'ont rien pesé. Le Premier ministre tient sa ligne, gagner du temps avec un 49-3 qui lui permet d'enjamber le spectacle de la division, surtout après un congrès qui a permis de dégager une majorité claire au Parti socialiste. Un coup d'accélérateur pour mettre un terme au feuilleton de la loi Macron. Lise Barthélémy et Laurent Saïda Diop. Moi, je ne veux pas soumettre mon pays à 10 jours de guérilla parlementaire avec le risque de voir le texte dénaturé sur l'essentiel dans les jours qui viennent. Bec et ongle, Manuel Valls défend son choix, utiliser une nouvelle fois le 49-3 pour faire passer la loi Macron. Pourtant hier, la journée avait été pour le moins agitée à l'Assemblée. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. 16h15, le Premier ministre monte à la tribune. À la surprise générale, il annonce que les débats sont terminés. Il sera seul à s'exprimer. Le débat a eu lieu. Il a été fructueux. Aussitôt, la droite quitte l'hémicycle. Le ministre ne parle plus, le rapporteur ne parle plus, les groupes politiques sont interdits de parole et on a M. Valls gonflé de son orgueil naturel qui va à coups de menton et
de directives qui sont on ne peut plus choquantes. Le gouvernement se hâte d'utiliser le 49.3. Oui, c'est un aveu de faiblesse, mais c'est surtout la démonstration qu'il n'y a pas de majorité pour voter des réformes profondes, notamment les réformes que les Français attendent. À l'intérieur, la tension monte. Le Premier ministre a donné la parole, je suis obligé de lui donner. Allez-y, monsieur le Premier ministre. Les exigences. Et c'est l'extrême gauche qui s'en va à son tour. On se fait traiter de conservateur dans la mesure où on demande à ce que l'Assemblée puisse fonctionner correctement. C'est absolument inacceptable. Nous refusons de participer à cette espèce de mascarade, à ce déni de démocratie. On quitte l'hémicycle. Manuel Valls, chahuté, boycotté. C'est la deuxième fois en 4 mois que le gouvernement engage sa responsabilité sur la loi Macron. Alors il faut serrer les rangs. Est-ce que quand on a débattu sur un texte plus de 400 heures, citez-moi beaucoup de textes des quinquennats qui ont précédé comme de celui-ci, qui ont porté autant d'heures de débat, quand on a intégré plus de 2000 amendements, en quasi-totalité parlementaire. Est-ce que ça s'appelle un déni de démocratie? Il n'y a aucun coup de force, la volonté d'aller vite et la volonté de ne pas laisser la place à ceux qui caricaturent, ceux qui viennent brouiller les messages. Sous-entendu, les frondeurs. Je suis prêt à rester un député socialiste ouvert, conciliant, dialoguant. Je ne suis pas pour me transformer en représentant du MEDEF dans l'Assemblée nationale pour appliquer le programme du MEDEF. C'est pas mon orientation politique, je n'ai pas été élu pour ça. Et je ne suis pas le boy scout du MEDEF. Voilà. Le PS pensait peut-être sa ligne économique tranchée depuis le congrès de Poitiers. En réalité, pas du tout. Et certains frondeurs s'enorgueillissent presque de jouer les troubles fêtes. C'est parce qu'on existe, parce qu'on porte une voix différente, parce qu'on essaie de faire entendre aussi un sentiment qu'on retrouve sur nos territoires, chez nos électeurs, que finalement le gouvernement a un problème de majorité et qu'il est obligé d'utiliser le 49.3. Donc moi je ne me sens pas humilié, je considère au contraire que l'usage de cette ressource autoritaire est plutôt la reconnaissance du fait qu'il y a un problème dans la majorité. Jeudi, l'Assemblée examinera une motion de censure déposée par la droite. Elle sera vraisemblablement rejetée. La loi Macron devrait donc continuer son difficile parcours législatif jusqu'à son adoption, prévue mi-juillet. Est-ce légal d'avoir recours 2 fois au 49.3 dans la même session pour la même loi? Cela interdira-t-il son usage pour le budget dans 6 mois? C'est la même loi, donc c'est le même 49.3 en quelque sorte. Il y aura une deuxième cartouche possible avant l'été, c'est s'il y a une session extraordinaire, comme c'est probable, pour la fin du mois de juillet ou la deuxième partie du mois de juillet. On aura de nouveau, du côté du gouvernement, droit à une cartouche 49.3. Ça peut servir la loi Rebsamen, la loi de dialogue social. Et puis, à l'automne, une nouvelle session ouvre. Donc, ça veut dire 2 49.3 possibles. Un sur la loi de finances et un autre sur un autre texte. Tout va bien, il va gérer au 49.3 maintenant. Un gouvernement sérieux qui n'a que des problèmes ponctuels avec sa majorité, parce que par exemple sur la loi sur le renseignement où il y a eu un débat très vif, il n'a pas eu besoin du 49.3. Un gouvernement sérieux est assez armé. Sur le budget, il peut l'utiliser? Oui, sur le budget, sur la loi de finances, il peut l'utiliser, ça compte pas. Donc il va passer des vacances tranquilles, le Premier ministre. Oui, sauf que le budget, c'est pas qu'une question d'adoption de la loi de finances. C'est une question de crédibilité de la loi de finances vis-à-vis des Français et vis-à-vis des Européens, des instances européennes. Alors si les compteurs se mettent au vert au niveau économique, une légère baisse du chômage, une croissance qui est au rendez-vous, pas de souci. Si on replonge dans le rouge parce que la Grèce est sortie de l'euro, qu'il y a une demi-guerre mondiale au Proche-Orient et que le pétrole se remet à flamber, eh bien ça va pas être la même chose. Alors je force un peu le trait, mais il y a eu une polémique sur le passage en force une première fois sur le premier 49.3, on en reparle cette fois-ci, mais quand même, est-ce que ça peut devenir un mode de gouvernance pour Manuel Valls? De dire, de toute façon, l'argument peut s'entendre, c'est de dire, il faut aller vite, il faut aller vite, il faut profiter de la croissance, on ne va pas perdre du temps dans le débat parlementaire. Est-ce que ça peut devenir un mode de gouvernance pour la fin du quinquennat, Vanessa Schneider? Non, mais je ne suis pas sûre que ça soit le cas, mais là, de quoi on parle? On parle quand même d'une loi qui est né il y a déjà au moins un an, même plus que ça, puisque c'était déjà dans des rapports précédents. Montebourg, il avait enterré, ça ressort après le tournant janvier 2014, le tournant économique. Elle n'est toujours pas votée, cette loi. C'est complètement dingue. Donc on ne peut pas dire à la fois, comme on le dit souvent sur ce plateau, en France tout va trop lentement, on met les décrets mettent des années à venir, les effets des lois mettent des années à venir, la France est bloquée, elle n'est pas réformable, et puis dès qu'on essaye d'accélérer un petit peu, parce que là il s'agit de la voter avant le 14 juillet, parce qu'après on sait qu'il ne se passe plus rien avant la rentrée. Petite parenthèse, Vanessa Schneider, si vous me permettez, cette loi est très particulière. C'est une loi qui est fourre-tout, qui est fourre-tout. Non, voilà. Alors après, oui, il y a eu des ajouts qui n'ont pas été discutés, dont certains
sur lesquels je me suis opposée tout à l'heure, sur le plafonnement des indemnités au prud'homme. Sur le licenciement abusif. Sur le licenciement abusif, qui aurait au moins nécessité un débat avec le PS, avec une partie de la gauche, qui était une demande du patronat. Mais sur le procédé, sur le recours au 49.3, avec déjà des allers-retours, des commissions, des amendements, des discussions, des centaines d'heures de discussion, c'est un faux débat. Et il y a une malhonnêteté de la part de la droite à mener ce combat, qui a utilisé aussi par le passé. Bon, après, c'est le petit jeu parlementaire. Quand on est dans le camp adverse, on reproche toujours à l'autre d'utiliser ces outils-là. Ce sont des outils institutionnels. Rien n'empêche un gouvernement de les utiliser. Guylaine Ottenheimer, est-ce qu'il aurait fallu quand même débattre, c'est ce que disent les frondeurs, de sujets aussi sensibles que celui évoqué par Vanessa Schneider sur le plafonnement des indemnités pour licenciement abusif? Ils sont dans un espèce de tunnel impossible. Comme le rappelle Vanessa, ça fait des mois et des mois qu'on entend parler de la loi Macron, on n'en peut plus. Mais quand j'entends Manuel Valls dire la guérilla, dénaturer un texte, mais dénaturer, il est totalement dénaturé ce texte. On parle des autocars, on parle des indemnités de licenciement, voilà. Et il n'y a pas l'essentiel dont on avait parlé au départ, qui était le contrat de travail, les 35 heures. Pourquoi est-ce que pour les autocars, on ne fait pas une petite loi toute simple qui serait discutée pendant 2-3 heures et puis qui serait votée, pas votée, voilà. Mais à force de tout mettre, je veux dire, sa loi au départ, elle faisait 160. Voilà, la loi du flot, elle fait 280 pages au départ. Bon, il y a un moment, il faut qu'ils arrêtent. La loi, elle est plus lisible, elle est plus discutable, elle est plus compréhensible par les Français. On a vu sortir, par exemple, l'amendement sur la loi E20. Oui, c'est arrivé, bon, mais je crois qu'il faut qu'il y ait un vote avant que ça passe dans le 49.3. Enfin, tout ça est très compliqué, c'est de la tactique parlementaire extrêmement compliquée. Mais moi, ce que je trouve compréhensible, non, bon, la droite, elle fait son jeu d'opposition classique, bête et méchant, mais c'est une partie de la gauche. Karine Berger, quand même, qui est la première, vous savez, c'est la deuxième motion qui avait rallié très vite la motion majoritaire, et il était quand même entendu entre les socialistes qu'on ne rajoute pas des choses sans qu'il y ait une petite discussion avec le parti. Bon. On a eu un congrès, où on a mis l'étouffoir, on a discuté de rien, on n'a même pas regardé le match de football ensemble, on a simplement juste fait semblant, et puis le lendemain, on a une loi où on ressort des trucs sans que personne n'en ait discuté, et on dit non, mais discutez pas là, parce que guérilla, vous allez dénaturer mon texte. Mais on est en démocratie ou quoi? Monsieur Macron ne décide pas tout seul de la politique de la France. Je comprends que les députés, ils sont aussi les représentants de la nation, ils sont élus sur un programme, sur une ligne politique, sur un discours de politique générale. Voilà, maintenant, moi je trouve que la loi Macron, elle est folle, elle est beaucoup trop grande. D'ailleurs, elle a été effilochée au fil du temps, et il vaut mieux faire Voilà, la loi, c'est juste un sujet, quelques articles, c'est compréhensible, et puis voilà. Alors, d'ailleurs, une partie, à mon avis, va d'ailleurs être censurée par le Conseil constitutionnel. Quelle disposition en particulier? Sur le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif, parce que normalement, c'est aux tribunaux. On ne peut pas empêcher les tribunaux de décider eux-mêmes de quel montant ils vont donner. Est-ce que c'est ce qui se passe avec la loi Macron? Vous avez très bien exposé la complexité de ce texte sur le fond, mais sur la méthode, est-ce que ça illustre pas la méthode Valls? Moi, je crois surtout qu'avant d'illustrer la méthode Valls, ça illustre surtout un système législatif qui est totalement embolisé. C'est la caractéristique majeure. Un an, aujourd'hui, c'est un an pour examiner un texte de loi. Pour l'opinion, c'est absolument incompréhensible. C'est-à-dire que vous avez un ministre qui vient à la télévision expliquer qu'il va faire cette loi. Ensuite, vous avez le Conseil des ministres qui approuve le texte. Tout ça devrait se faire beaucoup plus rapidement. C'est vrai qu'avec un texte à 400 articles maintenant, ça devient difficile. Après, ça va à l'Assemblée. Le petit théâtre fonctionne comme d'habitude. 49.3, passage en force au mois de février. Nouveau passage en force au mois de juin. Enfin, on s'y perd et ça dure un an. Alors c'est un aveu à la fois chez Manuel Valls, pour parler de la méthode Manuel Valls. Moi je pense qu'aujourd'hui la méthode Valls, c'est à la fois de l'impuissance par rapport à une majorité qui n'arrive plus à tenir. Donc il est impatient de voir son texte voté. François Hollande lui dit il faut aller vite, allez hop, on met le 49.3. Et puis aussi c'est de l'impuissance parce qu'au fond, la fronde n'est pas finie. Et ce qu'ont révélé les dernières 48 heures, c'est que la fronde n'est pas finie. Or, on pensait... Il ne serait pas passé le texte, ils n'ont même pas essayé de monter d'ailleurs. Ils n'ont même pas essayé de les convaincre. Ils se sont dit, de toute façon, ça ne passera pas. Pourquoi? Parce qu'en plus des dimanches qui avaient fait des heures et des heures de débat, parce que ce n'est pas tellement les autocars qui ont posé problème, c'est surtout le dimanche. Souvenez-vous. Ils ont ajouté le plafonnement des indemnités en cas de licenciement abusif. Et ça, c'est vrai, objectivement, pour une partie de la gauche, c'est quelque chose qui ne peut pas passer
a fortiori avec un 49.3. C'est presque Darry. humiliant. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un jeu de dupes au Congrès de Poitiers. On fait voter une motion A qui est plus marquée à gauche que la ligne du gouvernement. Et le travail de Jean-Christophe Cambadélis, c'est d'infuser la politique gouvernementale par des choses venues de la motion A. Il y a un exemple, un poil à source, puis c'est tout. Pendant ce temps-là, le gouvernement fait cette loi, en effet enrichie de quelques mesures plutôt social-libérales, plus les annonces sur les PME, qui ne sont pas dans la loi Macron, mais qui donnent l'impression que le gouvernement travaille pour les patrons. Alors les patrons sympas, hein, les petits patrons, pas le CAC 40, mais enfin, c'est pas exactement l'esprit de la motion A, et encore moins l'esprit des frondeurs. Donc oui, on a l'impression d'un jeu de dupes où Manuel Valls aurait cocufié le parti. Un peu comme il avait dit aux militants, je vais rester 3 jours avec vous, puis il est allé voir le match de foot. Il aurait dit aux militants, bah oui, on va faire un petit virage à gauche, une motion A un peu plus à gauche, et puis en fait, il continue sa politique. Il n'y aura pas d'inflexion. Moi, je ne fais pas tout à fait la même analyse que celle de Bruno Jeudi. Je pense que ce à quoi on assiste là, c'est pourquoi il se permet ça, Manuel Valls? Parce que les frondeurs ont perdu. Autant le gouvernement avait peur des frondeurs, a eu peur pendant plusieurs mois des frondeurs, étaient extrêmement inquiets, on essayait de les bichonner, de les cajoler, de les convaincre, on les recevait. Maintenant, le Congrès a montré que la ligne soutenant le gouvernement était largement majoritaire, que les frondeurs n'ont pas de leader. La défection de Martine Aubry a été en ce sens assez catastrophique pour eux. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de dynamique. Et du coup, Manuel Valls profite de cette faiblesse pour avancer. Alors, on peut appeler ça du cynisme, mais ça s'explique surtout par la faiblesse de ces frondeurs à s'organiser efficacement. Ce qui est curieux, c'est qu'il ne donne même pas le sentiment de faire semblant, vouloir les écouter, d'être quand même... Il est quand même chef de la majorité. On le voit dans la maintenant composition du gouvernement. Là, on aurait pu penser, avec ce mini-remaniement, vous avez raison qu'il d'en fasse parler. entrer un frondeur comme un signe de tendre la main. Ce n'est pas du tout l'intention Quel est le de profil François des Hollande. deux femmes qui Ce sont deux Hollandaises ou Hollandistes historiques, deux fidèles, dont on se... qui seront des soutiens. Et là, François Hollande continue dans la lignée des derniers mois où il s'entoure de gens qui lui sont extrêmement proches, et politiquement et personnellement. Et il a besoin de ce pack autour de lui et il ne fait pas venir des gens par tactique. Pour les frondeurs. Politicienne pour les frondeurs, ce sera le prochain remaniement. Juste Guylaine Ottenheimer, ça lui profite à Manuel Valls de procéder comme il le fait ou pas? Qu'est-ce qu'on gardera à votre avis? Moi, je pense que Hollande avait raison quand en 2006, il avait dit que c'était un déni de démocratie, une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire, une brutalité. Je rappelle quand même que c'est un dispositif unique au monde. Ça n'existe dans aucune autre constitution et ça n'a existé dans aucune de nos précédentes constitutions. C'est quand même une arme fatale. On avait tellement peur de l'instabilité de la 4e. Il y a une raison historique. Oui, on avait tellement peur. Donc voilà. Alors, salvons la stabilité de la 5e. Je continue simplement, puisqu'on parlait de la longueur du débat. En Allemagne, le budget, il est discuté en une journée. Mais pourquoi? Parce que tout est discuté, préparé avant l'élection, les gens savent à quoi ils s'attendent, et puis après les gens disent voilà, on a fait ce qu'on avait dit. Je me souviens pendant la campagne, Laurent Fabius se promenait avec une chemise en disant voilà, j'ai les 160 textes de loi qu'on va faire au début, tout est prêt, tout est carré, etc. Et on s'est dit voilà, ils vont mettre en musique tout de suite ce qu'ils ont dit dans le programme. Dans ces cas-là, la discussion, elle ne s'effiloche pas. Pourquoi la discussion s'effiloche? Parce qu'on a des textes d'inspiration très différents qui ne sont pas dans l'esprit de la campagne. De Fabius. Voilà, jamais on les a vus. À l'arrivée, on a bien vu. Il y a un moment, on peut dire que les parlementaires et les frondeurs, ce sont les empêcheurs de tourner en rond et qu'on en a marre et que c'est interminable, etc. Mais il y a un moment aussi, il faut que l'exécutif soit clair avec ce qu'il veut faire. Alors, nous avons parlé des impôts, nous allons parler maintenant d'un autre signal qui a été envoyé ces derniers jours, c'est le signal envers les fonctionnaires. Pour l'instant, c'est juste une lueur d'espoir pour les fonctionnaires qui n'ont pas vu leur salaire augmenter depuis 2010. L'accord prévoit un coup de pouce pour les agents en début et en fin de carrière. Mais le Premier ministre, hier soir sur TF1, est resté assez flou sur le montant global de l'enveloppe. Il a tout juste évoqué une revalorisation tout en réaffirmant son objectif naturellement de tenir la dépense publique. Mais 2 ans avant la présidentielle, le message est passé auprès des 5,3 millions de fonctionnaires. Élisa Coudray et David Lemarchand. Dans les rues de Paris, les jours se suivent et se ressemblent. Jeudi dernier, le personnel hospitalier défilait contre la réforme des hôpitaux de Paris.
Quelques semaines plus tôt, c'étaient les professeurs qui battaient le pavé. Le traditionnel peuple de gauche en colère, à moins de 2 ans des élections présidentielles, de quoi inquiéter au plus haut sommet de l'État. Alors hier, urgence oblige, la ministre de la fonction publique a fait un premier pas en direction d'une réconciliation, augmenter le salaire pour tous les fonctionnaires. Bien sûr, on n'est pas sur des sommes énormes, mais on est sur des sommes qui rendent des choses correctes. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une rémunération correcte. Pas question de toucher au point d'indice gelé depuis 2010. Il s'agit de revaloriser l'ensemble des grilles de salaire. Concrètement, selon leur catégorie et leur ancienneté, les fonctionnaires vont toucher entre 30 et 130 euros de plus par mois d'ici 2020. Une bonne nouvelle pour les syndicats après des mois de discussions infructueuses. Jean-Marc Canon participe aux négociations. Pour lui, le gouvernement a changé d'attitude et semble se rendre compte enfin de l'urgence de la situation. Il y a aujourd'hui des poches entières de milliers d'agents qui n'ont plus de quoi vivre, c'est la réalité, qui sont en dessous le SMIC d'ailleurs, on ne sait que trop peu. Deuxièmement, il y a aujourd'hui des phénomènes extrêmement compliqués de difficultés d'embauche, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs des études le montrent, une partie des agents de la fonction publique sont recrutés à un tel niveau dégradé aujourd'hui, y compris d'ailleurs dans les comparaisons internationales, on le voit fortement, qu'il y a parfois des agents qui, ne voyant leur qualification, leur niveau d'études pas retenu du tout, ne se présentent plus aux emplois qui restent vacants dans la fonction publique. On est donc confronté à plusieurs phénomènes extrêmement préjudiciables qui fait encore une fois que la fonction publique et ses agents sont aujourd'hui à la croisée des chemins. Mais l'État pourrait exiger des contreparties. Par exemple, étaler davantage dans le temps les évolutions de carrière. En clair, les fonctionnaires devront attendre plus longtemps pour atteindre leur salaire maximal. C'est en tout cas ce qu'espère, entre autres, la Fondation libérale IFRAP. Selon sa directrice, la promesse du gouvernement est incompatible avec sa volonté de réduire les déficits publics. On n'a pas les moyens, d'autant plus que les collectivités locales ont largement augmenté leurs dépenses de masse salariale ces dernières années, de presque 1 milliard d'euros par an de plus depuis 2009. Et l'État, quant à lui, affiche une masse salariale qui est peu ou prou la même d'une année sur l'autre, mais en réalité a basculé beaucoup de sa masse salariale sur ses satellites, ce qu'on appelle les agences de l'État, et qui finalement emploient de plus en plus d'agents, plus de 400 000 agents ces dernières années. Et on peut dire que la masse salariale de l'État, par rapport à celle qui est affichée, qui est d'environ 81 milliards d'euros, eh bien c'est presque 10 milliards de plus. On est autour de 90 milliards d'euros, tout compris. Donc on a une dérive des dépenses de personnel, que ce soit au niveau de l'État ou des collectivités locales, qui est absolument considérable. Et de dénoncer un choix plus politique qu'économique. Les négociations entre les syndicats et le ministère devraient reprendre la semaine prochaine. Quoi qu'il en soit, pour les fonctionnaires, pas de hausse de salaire avant début 2017. Alors naturellement, la question qui arrive tout de suite derrière, c'est celle-ci. Où trouver l'argent pour l'évolution des grilles salariales des fonctionnaires auprès des autres contribuables, Guylaine Ottenheimer? Il y aura un tout petit peu plus de déficit en 2017. C'est vrai que quand on regarde l'évolution de la dépense de l'État, elle s'est un tout petit peu infléchie par rapport aux autres années où on augmentait beaucoup le déficit. Mais on fait encore des déficits, on creuse encore notre dette, voilà, on continue. Et c'est pas tellement par rapport à nous, mais c'est par rapport aux autres pays européens. Quand vous voyez les efforts qui ont été faits par les autres pays européens, on n'est même plus dans la moyenne en termes d'efforts. Et tout l'effort a été sur les impôts et pas sur la baisse de la dépense. Mais pourtant, on nous dit que les objectifs en termes de déficit fixés par Bruxelles seront tenus, que la avec France est dans les clous. Avec Bruxelles, c'est une négociation politique. On a obtenu des délais et encore des délais. Mais quand on regarde les chiffres réels, l'effort, il est très modeste. Et quand vous comparez avec les autres pays, il est très modeste. Il n'y a pas eu d'austérité dans la fonction publique puisque la masse salariale a continué à augmenter. Alors certes, l'indice a été gelé, mais il y a tous les systèmes d'avancement, etc. Donc la masse salariale a continué à augmenter à effectif à peu près constant. Et je ne vois effectivement pas où on va prendre l'argent, d'autant plus qu'on a à voir aussi d'énormes dépenses en défense. Tout le ministère de la Défense a été sorti du périmètre de baisse de la dépense et de la baisse des nombres d'agents. Donc je ne sais pas du tout d'où va venir l'argent. Quand est-ce qu'on le saura, ça quand on présentera le budget de 2017. Bon, pourtant, le Premier ministre, hier soir, a insisté sur son souci de maintenir la dépense publique. Le message est reçu 5 sur 5 par les fonctionnaires, Bruno Jeudi ? Je pense que
Madame Lebranchu, ministre de la fonction publique, a apporté la preuve que François Hollande était bien en campagne, puisque c'est un formidable cadeau pour les 5 millions de fonctionnaires, hein, ça a été dit dans le reportage. Et on voit bien que d'ailleurs, dans cette négociation, c'est du donnant-donnant. Madame Lebranchu demande aux syndicats d'accepter ce donnant-donnant de manière majoritaire, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas que ce soit seulement la CFDT, mais elle veut aussi que soit IFO, soit la CGT entre dans la boucle. On voit bien qu'il y a une négociation pour accepter ce deal, qui cache sans doute un dégel du point d'indice en 2016 ou 2017. Vous verrez qu'autour de 2016, fin de l'année 2016, comme par hasard, on aura peut-être la fin de ce dégel. Juste, il est attendu, ça fait 4 ans qu'il n'y a pas eu d'évolution sur les salaires des fonctionnaires, quand même. Ça fait 4 ans, mais ça a quand même permis d'économiser 7 milliards, ce qui n'est pas rien. Et si jamais on le débloque, alors là, pour le coup, il y aura un redémarrage très fort des déficits. 1% de hausse du point d'indice, c'est 1,8 milliard pour les finances publiques. Là, ça fait cher. Ça fait cher. Mais ça, on paye le fait qu'on n'ait jamais dans ce pays décidé de réduire le nombre de fonctionnaires dans un certain nombre de fonctions ou dans un certain nombre de doublons qui existent, qui sont constamment montrés du doigt par la Cour des comptes. Il y a des possibilités, il y a des marges de manœuvre. On ne peut pas laisser des fonctionnaires sans aucun espoir d'augmentation, de promotion. Ça, c'est vrai. Pourquoi ils font ça aussi? Il y a une grande tension dans la fonction publique, il y a une grande lassitude et il y a un risque de non-motivation. Et c'est très embêtant d'avoir une fonction publique comme ça qui est démotivée. Ouais. Donc ils ont donné un geste, mais au lieu... Il y a un moment où il faut faire le choix. Ou on coupe dans le nombre dans les effectifs, ou on coupe dans les rémunérations. Pour être concret, il y a un moment où il faut choisir. Prof, ça parle. 74 euros par mois, ça parle. Mensuels, ça parle à un prof. Simplement, qui a été privé de ses heures supplémentaires en début de mandat. Il manque deux choses. En effet, un travail sur les effectifs, le non-remplacement de ceux qui partent, et puis remettre à plat le statut du fonctionnaire. Il faut que tous les 10 ans, on aille voir les fonctionnaires en leur disant est-ce que vous restez? Est-ce que l'État est content de vous? Est-ce que vous êtes content de l'État? Est-ce que vous ne voulez pas changer de branche dans la fonction publique? Ou est-ce que vous ne voulez pas une formation pour passer dans le privé? Rentrer comme fonctionnaire pour la vie entière, comment échapper à la routine, à l'usure, au blues et après aux soucis économiques parce que c'est pas très bien payé. Allez, nous allons passer maintenant à vos questions, aux questions SMS. Facile d'augmenter les fonctionnaires avec des impôts ou avec des emprunts, mais que fait-on pour les salariés du privé? Ça, c'est une réaction intéressante parce que ça veut dire qu'on flatte un électorat, c'est sûr, des cadeaux, on les reprend en main avant la présidentielle, on jette dans les bras de la droite, et éventuellement d'une droite qui durcira son discours, les salariés du privé, ceux qui ont l'impression d'être, comme le titrait Le Point il n'y a pas si longtemps, les vaches à lait. Et ceux-là peuvent en effet durcir leur vote contre une gauche qui leur semblera servir toujours les mêmes clients. Oui, c'est pas tout à fait exact, puisque Emmanuel Macron et le gouvernement ont baissé les charges sur les entreprises. Baisser les charges pour les entreprises, c'est censé créer des emplois et c'est censé augmenter les salariés. Donc là, il y a quand même une responsabilité des patrons qui reçoivent des exonérations de charges d'augmenter ou pas leurs propres salariés. C'est pas aux salariés du privé à se retourner vers l'État pour ça. Réforme des collèges, impôts à la source, loi à Macron, tout passe en force. Est-ce normal en démocratie? Non, dit Guylaine Nattelheimer. Non, moi je trouve que c'est un système... D'abord, ça ne fonctionne pas derrière parce que les gens n'adhèrent pas. Je crois que le pays il a besoin d'adhérer à un projet, à une vision, et que s'il faut se retrouver chez les manches, très bien. S'il faut payer des impôts, très bien. Mais on fait quoi? Jusqu'où on va? Et on le dit à un moment, et on s'y tient. C'est pas possible. Là, vous avez vu le sondage sur le rejet des partis politiques, mais c'est la même chose vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des syndicats. Il y a une espèce de navigation à vue, et les Français, c'est toujours moins. Ça fait des années que c'est finalement toujours un peu moins. Et les services publics ne sont plus à la hauteur. Parce que si on a une des plus hautes dépenses publiques d'Europe, on est 2 3e, ça dépend comment on compte, si le Danemark est devant ou derrière nous, mais en termes de satisfaction de nos services publics, on n'est jamais premier. Que ce soit l'éducation, que ce soit la formation professionnelle, il y a un certain nombre de services publics qui ne sont plus du tout à la hauteur. Que ce soit le Pôle emploi, tous ces services ne fonctionnent pas bien alors qu'on dépense beaucoup d'argent. Il y a un moment, les Français, ils ont le droit de demander des comptes. Alors, avec toutes les niches fiscales, ce nouveau système ne va-t-il pas être une usine à gaz? Oui, c'est déjà... C'est déjà C'est pour ça qu'il faut essayer de l'englober dans quelque chose de plus vaste, qui comporte des éléments économiques, c'est-à-dire que cette année blanche permette de doper un petit peu les revenus des gens, la croissance, la consommation, et en même temps qu'on simplifie le système en essayant d'être plus juste. C'est-à-dire éventuellement de demander aux riches, aux plus riches, un effort supplémentaire qui reste dans l'acceptable pour éviter l'exil fiscal, et de voir aussi si tout Français ne devrait pas payer un impôt sur le revenu.
parce que pour l'instant, la moitié seulement des Français en payent. Alors il ne s'agit pas de Ils payent la TVA, ils payent la CSG. Mais là, ils viennent de faire le contraire. Ils ont supprimé les premières tranches de barème, donc il faut exactement le contraire. C'est un débat qui reviendra. Est-ce que sur toute feuille de salaire, puisque le prélèvement est à la source, il ne doit pas y avoir une sorte de ticket modérateur, de forfait qui est la participation à la collectivité nationale. Ça existe déjà, puisque c'est la CSG. Mais si on fusionne IR-CSG, c'est aussi simple. Mais ce pouvoir a fait l'inverse en supprimant la première tranche du barème. Il a fait l'essuie-glace, il a fait rentrer, il a fait sortir. Il a fait l'essuie-glace, je garde ça. La mensualisation généralisée du paiement de l'impôt n'aura-t-elle pas été plus simple? Ça revient un peu à ça. Oui, d'abord, ça revient un peu à ça. Et puis, je crois qu'il y a 70% des imposés qui sont mensualisés. Donc, on est déjà presque dans ce système-là. Avec un problème, c'est que la mensualisation, c'est quand même calculé sur vos revenus de l'année précédente. Donc, Oui, si vous avez une baisse de salaire, vous payez trop, et puis l'État vous rembourse à la fin. Mais pendant ce temps-là, l'État, il a fait de la trésorerie sur votre dos, il a placé cet argent et il n'était pas dans votre poche. C'est surtout quand vous là, il y aura plus de décalage. C'est surtout quand vous avez une année qui est mauvaise après une bonne année où là, vous avez des gens qui sont en grande difficulté. Le prélèvement à la source n'est-il pas un moyen pour l'État de se faire de la trésorerie sur le dos des Français? La source, c'est nous. La source, c'est nous, mais au moins, ça lisse cet effet trésorerie. Mais c'est vrai que pour ceux qui payaient avec les 2 tiers, ceux-là, ils vont payer à la fin de chaque mois, donc ils ne pourront pas garder leur magot en se disant « je paierai à l'État le jour J, mais pas avant ». Ça, évidemment, c'est un peu plus de trésorerie. Par ailleurs, dans un État moderne, dans une société moderne, savoir à la fin de chaque mois que sur sa feuille de paye, c'est à soi, on ne viendra pas vous réclamer quoi que ce soit. Elle va changer un peu la feuille de paye. Ça va quand même faire un choc dans un pays qui n'est pas